Bonnet, vous êtes juriste. Venez nous raconter une incroyable aventure et nous dire où nous en sommes. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Monsieur Bonnet. Quel est donc le rôle du Conseil? Garantir la démocratie, assurer l'application des droits citoyens, s'occuper des débats pressants de société comme le chômage. Monsieur Bonnet, merci. Merci beaucoup de m'avoir invité ce soir en tant que juriste. Je vais parler bien sûr du Conseil économique et social, mais en un second temps, pour que tout le monde comprenne bien les enjeux majeurs de ce qui est en train de se passer. Je parle aujourd'hui devant vous en vous disant que ce que vous êtes en train de vivre est d'une gravité sans précédent, y compris pour les générations moins anciennes, plus anciennes. Il y a des moments dans la vie d'un pays où l'histoire bascule. Et quand on est jeune, et quand on regarde ce qui s'est passé avant, on a un sentiment de distance, comme si c'était quelque chose qui se déroulait dans un film, qui ne nous concernait pas directement. Certes, nos parents ont pu vivre des événements épouvantables, mais nous sommes facilement conduits à penser que ça c'est avant, dans un autre monde. Or aujourd'hui, je vous le dis, et c'est le juriste qui parle, autant que l'ancien philosophe, aujourd'hui nous vivons une période cruciale, d'une gravité sans précédent pour la plupart d'entre vous, où beaucoup de choses peuvent basculer dans un mouvement apocalyptique. Je m'explique. On parle du mariage homosexuel. En réalité, ce projet de loi n'est que la première étape. Il n'est que la première pierre de quelque chose de beaucoup plus vaste, que l'on vous cache, que l'on est en train de mettre en place, sans vous le dire, de façon subreptice, mais avec souvent, de plus en plus souvent, la force de la loi, et pas simplement la force de la loi nationale, la force de la loi internationale, la force des traités, la force des conventions, qui désormais, à raison notamment du traité de Lisbonne, ont une force plus grande que notre propre constitution. Je vais vous donner quelques exemples. Mariage homosexuel, PMA, GPA. On vous dit, on dissocie aujourd'hui ces termes. C'est absolument impossible en droit. Qu'est-ce que c'est que le principe d'égalité, dont le gouvernement dit qu'il est à la source, à la racine de la réforme en cours? Ça consiste à dire que des personnes dans la même situation doivent être traitées de la même façon. À partir du moment où le mariage homosexuel sera acté par la loi, non seulement la PMA, la GPA seront nécessairement prises à la suite de ce projet, parce qu'on ne pourra pas refuser aux personnes mariées ce qu'on donne aux autres, mais je vous le dis, si la France refuse de le faire, elle sera condamnée. Condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne. Et donc c'est quelque chose de beaucoup plus avancé déjà que le simple mariage homosexuel. Mais il faut aller au-delà. Quand on parle de ce projet au terme de l'égalité, on dit encore une fois qu'il est normal que tous les citoyens aient accès au mariage. Or le mariage, cela a été dit, n'existe en tant que reconnaissance par l'État que parce qu'il y a la procréation, la rencontre d'un homme et d'une femme. L'État, sinon, n'a pas à intervenir dans la sphère privée. Il n'a pas à venir voir ce qui se passe dans les chambres. Ça a été rappelé à l'instant excellemment. La vie intime de chacun, c'est la vie intime. Seuls les totalitarismes vont voir ce qui se passe dans les alcôves. Un État respectueux des droits fondamentaux de la personne n'a pas le droit de rentrer dans ces alcôves. Et donc, à partir du moment où on a compris cela, on voit qu'il est impossible de parler d'égalité pour l'accès au mariage de partenaires homosexuels. Parce qu'à l'égard de la procréation, leur situation n'a rien à voir avec celle des couples hétérosexuels. Alors pourquoi parle-t-on de l'égalité? Pourquoi est-ce quand même au cœur du débat, alors que le moindre étudiant en droit devrait être capable de comprendre que ça n'a rien à voir avec ce principe? Eh bien tout simplement parce que derrière ce mariage homosexuel se profile la théorie du genre. La théorie du genre, pour beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose que vous pourriez connaître, mais pour beaucoup d'autres d'entre vous, ça reste fumeux. Ça n'a rien de fumeux.
Je vais vous donner quelques exemples. Le 18 décembre dernier, un arrêté est sorti, interdisant aux compagnies d'assurance de permettre aux femmes de bénéficier de primes d'assurance moins élevées que les hommes. C'est-à-dire que, en dépit des statistiques qui montrent que les femmes au volant font moins d'accidents que les hommes et que les accidents sont moins graves, eh bien, alors les hommes disent oui, mais elles conduisent plus lentement, mais elles ont plus d'accrochage. Bon, c'est à vérifier. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'on a imposé par la loi l'égalité, quitte à porter atteinte à un intérêt fondamental des femmes. Donc ça n'a rien à voir avec le féminisme. Ça n'a rien à voir avec une égalité bien comprise qui respecte les situations différentes. Deuxième exemple. Jusqu'en 2002, les épouses qui avaient porté 3 enfants, au moins, pouvaient prendre leur retraite au bout de 15 ans, avec ce qu'on appelle la jouissance immédiate, comme les militaires. Partir en retraite, avec une retraite proportionnelle, mais cette retraite proportionnelle pouvait leur être servie tout de suite. Eh bien, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que c'était une atteinte intolérable à l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que, au nom de l'idée du genre, on a déclaré qu'il n'y avait aucune différence entre le fait de porter 3 enfants quand on est une femme et le fait de regarder sa femme les porter. Alors on en rit, mais toutes les femmes d'Europe ont été privées de cette possibilité qui correspondait à la fatigue qu'elles peuvent ressentir quand elles élèvent des enfants. Et je ne parle même pas des cas où une femme pouvait avoir 3 enfants avec 3 maris différents, elle a quand même porté les 3, mais en attendant, chacun d'entre eux n'en a vu qu'un. Peu importe. Autre exemple encore, le 31 octobre dernier a été adopté un programme gouvernemental de lutte contre les discriminations à raison de l'identité de genre. Et que dit ce programme, dont la presse ne parle pas, qui va s'imposer dans tous les secteurs de la vie sociale en France? Eh bien, il dit par exemple que dans toutes les écoles, on devra casser les stéréotypes. Mettre entre les mains des petits garçons des jouets de filles, pour qu'ils apprennent à comprendre, qu'ils comprennent qu'ils pourraient parfaitement être une fille. Et mettre entre les mains des petites filles des jouets de garçons, pour que ces petites filles comprennent qu'elles pourraient décider d'être un garçon. Cela touchera toutes les fédérations sportives qui déjà aujourd'hui font remonter, et font descendre dans la fédération pour faire remonter les informations sur cette question de l'identité du genre. Cela va toucher la formation des médecins, la formation des enseignants. Cela va toucher la télévision et la radio. C'est-à-dire que le programme prévoit explicitement que le mouvement LGBT, lesbien, gay, bisexuel, transsexuel, sera mis en valeur, valorisé à la télévision, à la radio, de manière systématique. Il est prévu même que le 12e protocole de la Convention européenne des droits de l'homme, la France n'accepte de le signer qu'à partir du moment où l'identité de genre y figurera. Et donc se met en place sous nos yeux un programme complet dans lequel on voit bien que le mariage homosexuel n'est que l'amorce. Parce qu'il s'agit, avec le mariage homosexuel, d'arriver à faire croire à une indifférenciation complète des sexes. Et je vais vous donner quelques citations, bien que le temps manque, mais je crois que c'est absolument indispensable, quelques citations pour vous montrer de quoi il s'agit. Et les citations que je vais vous donner, c'est des citations qui sont actuelles. Le 12 septembre 2012, au Sénat, se déroulait un débat public au cours duquel Mme Méry, tenante de cette idéologie, a déclaré que la relation naturelle entre un homme et une femme était une violation des droits de l'homme. La relation naturelle entre un homme et une femme est une violation des droits de l'homme. L'un des auteurs de ce qu'on appelle le dictionnaire des comportements gays et lesbiens a déclaré au cours de ce débat que la filiation devait désormais être totalement dissociée de la nature. Je décide d'être père de cet enfant, même si je n'en suis pas le père, et je décide de ne pas être le père de celui-ci dont je suis le père. C'est moi, en tant que père, qui décide de qui je suis le père. L'enfant n'a plus droit à la reconnaissance de la filiation naturelle. Madame Butler, qui est une tenante de cette théorie du genre aux États-Unis, a été nommée docteur honoris causa de la faculté de Bordeaux l'année dernière. Vous voyez donc que c'est aujourd'hui, Sciences Po met en place des enseignements sur l'identité de genre. Le 6 mars dernier, le Conseil des ministres a adopté ce qu'on appelle les ABCD de l'égalité. C'est-à-dire le fait, dans toutes les écoles, à la rentrée 2013, d'imposer la déconstruction des stéréotypes de genre auprès des enfants, dès l'école maternelle et l'école primaire.
Et que disent les tenants de cette théorie? Je vous donne quelques citations. Le but définitif. Président, j'ai en plus un exemple. Il s'est ouvert à Paris la première crèche. Allô? Oui, il s'est ouvert à Paris très récemment, là, on vient d'apprendre, hein, n'est-ce pas? C'était dans les actualités d'hier ou d'avant-hier. La première crèche qui applique la théorie, enfin qui déconstruit les stéréotypes, effectivement, et où les enfants ne devront plus avoir, enfin, on leur fera choisir effectivement de la même façon autant de jouets, petit garçon, petite fille, etc. Il y a une première crèche qui est ouverte à Paris sous la bénédiction de M. Delanoë. Ça y est, c'est inscrit. Voilà. Mais c'est une gravité sans précédent. Je vous interpelle vraiment. Vous êtes un tournant de l'histoire, non seulement de votre pays, de l'histoire de l'Europe. Et vous ne le savez pas. Et vous ne le savez pas encore. Alors je vous lis quelques textes, très rapidement. Le but définitif, c'est une tenante de cette idéologie qui parle. Le but définitif de la révolution féministe doit être également, à la différence du premier mouvement féministe, non simplement d'en finir avec le privilège masculin, mais d'en finir encore avec la distinction même des sexes. Les différences génitales entre les êtres humains ne doivent plus avoir d'importance culturellement parlant. Vous prenez Wikipédia, le dictionnaire. Il vous dit que dans l'identité de genre, il y a trois aspects. Le sexe biologique, le choix d'identité et l'orientation sexuelle. C'est-à-dire que vous pouvez être un homme et décider d'être une femme. Et vous pouvez, tout en ayant décidé d'être une femme, sur le plan d'identité, avoir des relations, à raison de votre orientation sexuelle, avec une autre femme. Et à ce moment-là, vous serez, non pas dans une relation hétérosexuelle, mais dans une relation homosexuelle. Puisque vous serez, en tant que femme, dans une relation sexuelle avec une autre femme. Cette femme, ça peut être un homme qui aura décidé d'être une femme. Oui, c'était ma réaction. C'était ma réaction la première fois que j'ai lu ce texte. Mais c'est incroyable, parce que ce n'est pas quelque chose de fumeux, c'est en train d'être instauré par la force de la loi dans notre pays. On peut trouver également, très rapidement, d'autres citations qui montrent bien l'ampleur également de ce qu'on s'apprête à mettre sur le plan de la force, si c'est nécessaire. Nous pensons, disent ces gens, qu'aucune femme ne devrait avoir à faire le choix de rester à la maison pour s'occuper de ses enfants. On ne devrait autoriser aucune femme à faire cela. La société doit être totalement différente. Les femmes ne doivent pas avoir cette option, car si cette option existe, trop d'entre elles la choisiront. Donc, on va empêcher les gens de faire ce choix, parce qu'il faut niveler l'exigence en place. Alors, nous sommes en face de quelque chose qui est encore une fois d'une gravité sans précédent. Que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Eh bien, ce qui s'est passé avec le Conseil économique et social, avec le combat juridique corps à corps qui est actuellement mené pour obtenir des décisions qui permettent de reconnaître le bien fondé de cette pétition, c'est là où nous sommes, de ne pas laisser passer l'arbitraire. Vous allez rencontrer dans un avenir proche, au-delà du mariage, après le 24 mars, le combat, d'une certaine façon, devra commencer. Il faudra s'en prendre aux circulaires sur l'ABCD de l'égalité. Il faudra s'en prendre à tous les textes d'application de cette théorie du genre. Début d'un processus. Et bien, après le 24 mars, il faudra s'y engager. Notre combat juridique sur le Conseil économique et social, c'est quoi? C'est, en un premier temps, gagner quelques mois. Pourquoi? Parce que l'article 69 de la Constitution dit le gouvernement peut saisir le Conseil économique et social de projets de loi, de propositions de loi, de décrets, d'ordonnances. L'alinéa 2 de cet article parle de la façon dont les travaux sont organisés. Et l'alinéa 3, rajouté en 2008, indique que le Conseil économique et social peut être saisi également par voie de pétition. Il n'y a rien dans cet article qui permette de dire que la pétition ne peut pas viser un projet de loi. Au contraire, vous le voyez bien dans le simple exposé de l'article. Et donc, l'idée consiste à faire en sorte que, enfin, le Conseil économique et social accepte de dire qu'il est saisi. Il vient de dire non. Sa décision va être attaquée. Elle fait l'objet de référé liberté. Elle va faire l'objet de référé suspension, de pourvoi devant le Conseil d'État. On en est déjà à 3 requêtes, 3 rejets, certes. Il y aura un 4e, 5e, un 6e, jusqu'à ce que quelque chose se passe et que la situation juridique soit tellement complexe que la juridiction ne puisse que dire le droit.
Eh bien, ce que nous voulons, c'est qu'à partir du moment où la saisine sera effective, le Parlement soit obligé d'attendre. Car s'il est obligé d'attendre, compte tenu de la situation économique et sociale, compte tenu des impératifs dans la gestion de l'État, il arrivera un moment où un certain nombre de Français vont finir tout de même par dire au pouvoir public, mais dites, si on s'occupait un peu de ce qui est vraiment important, au lieu de venir nous parler de cette identité de genre et de ce mariage homosexuel. C'est un petit peu le slogan. Ne parlons plus du mariage, parlons du chômage. Voilà l'objectif du combat juridique. Pour l'instant, il est en cours et nous faisons tout ce qui est dans notre possible pour essayer d'obtenir enfin une décision qui nous donne le temps, parce qu'avec le temps, nous avons bon espoir de l'emporter enfin. Merci.